Bonjour à tous et bienvenue. Les data centers pour l'IA, c'est terminé. Demain, c'est votre PC, votre frigo ou encore votre humanoïde domestique qui fera tourner en local son IA et sache qu'en tout. Et notamment, c'est le début de la domination chinoise. Alors, si vous ne voyez pas bien le rapport, on va parler de tout cela avec Jean-Philippe. Salut Fred. Bonjour Jean-Philippe. Salut Fred. Euh, Merci. Alors, on va commencer d'abord, avant toute chose, par rappeler ce qu'est un éléphant noir. Le signe noir, c'est l'imprévisible. L'éléphant dans la pièce, c'est l'évidence qu'on ignore. L'éléphant noir, c'est le croisement des deux. Une rupture massive, visible, documentée, mais que les organisations refusent encore de traiter sérieusement parce qu'elle oblige à changer de modèle et donc à changer d'habitude. Voilà, donc je suis Frédéric Pancelot, je suis spécialiste des transformations à l'intersection de la science, de la santé, de la protection sociale et des ruptures technologiques. Aujourd'hui, je rejoins. Ça recommence. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Ancos, à qui j'ai décerné le titre honorifique, mais très convoité décidément, de geek ultime qui déteste le bullshit et qui est parfois un peu ronchon. Mais c'est aussi un expert reconnu de l'IA et notamment en matière de voix. Il est d'ailleurs MVP Microsoft. Il sait également très bien parler des miroirs connectés, mais surtout, il sait les construire, car JP maîtrise parfaitement la couche software, mais aussi le hardware. D'ailleurs, il nous dira quelques mots du projet fou qu'il mène actuellement dans le monde du jeu. Voilà, alors JP, en une minute, quel est l'éléphant noir que tu vois arriver et que tu considères que le marché sous-estime? Merci Fred. Bonjour à tous. En fait, ce que je vois depuis un an et quelques, c'est beaucoup de gens qui sont complètement focus sur l'intelligence artificielle en disant il faut absolument y aller, l'intelligence artificielle est globale dans le cloud, etc. Mais ne se rendent pas compte qu'en fait, l'intelligence artificielle est en train de descendre on edge, près de la machine, même sur des puces, dans les objets, et présente un petit peu partout. Et ça va complètement bouleverser le marché. Et c'est pris pas sérieusement, alors que justement, c'est un cycle qu'on a depuis les années 70, où l'information passe souvent de la centralisation à la décentralisation, tous les 10 ans à peu près. Et c'est ce qu'on va commencer à vivre maintenant. C'est clair. Et alors, est-ce que tu peux nous refaire en quelques mots, quelques minutes, ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'intéresses particulièrement à cet éléphant noir? En fait, moi, je travaille depuis 25 ans dans l'innovation autour de 4 piliers qui sont le web, l'IA, l'Internet des objets et les réalités alternatives. Hein, donc, dans les années 2000, j'étais plutôt sur le web et j'ai eu la chance de pouvoir forger toutes les technologies du web 2.0 de l'époque. Puis en 2012, j'ai créé un petit projet qui s'appelait Sarah de Maison Communicante. On parle à sa maison répond sur le propos de la domotique. C'était après Siri, avant Alexa, et ça a permis de voir en fait qu'on on parle des interactions natives, naturelles avec les objets. Et donc de là, c'est ouvert tout un boulevard qui m'a permis d'être MVP Microsoft, comme tu le soulignais, mais aussi de développer énormément d'objets qui mélangent à la fois de l'intelligence artificielle, mais aussi des objets connectés et tout ce propos d'ergonomie, parce que c'est ça qui fait la magie, en fait, quand on interagit avec un objet. C'est une expérience qui est différente, qui est nouvelle, et donc depuis 10 ans, même 15 ans maintenant, je travaille sur des miroirs, sur des tables, sur des objets qui vont parler avec l'utilisateur et où il faut repenser l'ergonomie. Et là, depuis peu, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Teen Expedition, dont l'idée, c'est de faire du storytelling phygital. Et donc, au-delà des buzzwords classiques, j'ai compris qu'en fait, avec l'IA, on peut facilement designer un PCB et donc faire une carte électronique achetée en Chine massivement et proposer donc un jeu de plateau sur lequel la narration va se faire par le jeu. Donc, le jeu va parler, faire de la musique, guider l'utilisateur de manière complètement naturelle. Et donc, c'est tout un propos de où est-ce qu'on positionne l'IA, comment on invente une ergonomie où il n'y a pas d'écran. Et cette logique fait suite au fait que Lego, au CES 2026, a annoncé exactement la même chose avec sa suite Smart Play, en inventant une brique Lego ultra technologique, avec une vingtaine de brevets hyper intéressantes, justement pour faire ce fameux storytelling digital que vous allez voir après partout, en magasin, dans les cabinets médicaux, dans le retail, dans les musées, partout où les objets vont devenir intelligents. Et je pense que c'est un sujet dont on va pouvoir parler aujourd'hui, je pense.
Super. Alors peut-être pour expliquer à tout le monde ce que c'est que le PCB. Alors un PCB, c'est une carte électronique. C'est la fameuse carte verte, sur lequel il y a des composants que l'on peut facilement, fabriquer alors que, c'était très compliqué jusqu'à présent. Ok, très bien. Eh ben, écoute, très bien. Alors, je signale que, il y a quelques vidéos de démonstration de ton projet, qu'on peut voir, notamment sur YouTube, sur ta chaîne et j'imagine sur ton LinkedIn et que ça commence effectivement à être, assez impressionnant et on maîtrise bien, enfin, on voit bien, ce à quoi on peut arriver et à quel point, demain, les parties de Cluedo seront un peu différentes. Bah, ce Même si qui j'imagine que tu fait un propos amusant que j'ai fait, mais qui permet de se projeter, c'est que j'ai un moteur de jeu, mais ça pourrait être n'importe quel type de moteur, en JavaScript qui tourne sur l'objet. Donc en fait, l'objet, le code, c'est pas du C++ compliqué, de l'assembleur, des choses comme ça. C'est du JavaScript qui va tourner, qui va piloter les composants pour, réagir. Donc demain, votre thermomètre connecté ou votre, je dis n'importe quoi, capteur, bidule présent, que vous utilisez, votre balance, bah, le code sera peut-être du JavaScript qui sera beaucoup plus facile et mis à jour et qui pourra après interroger l'IA pour réagir. Ça veut dire qu'on pourra faire un code où je dirai à ma balance que systématiquement, il faut qu'elle m'enlève au moins 5 ou 6 kilos. Parce C'est qu'elle m'a ça. fait. Ah, voilà, ça c'est bien. Ok, alors merci de cette présentation. Avant de discuter pachyderme, on va faire une rubrique qui est la rubrique dit des dilemmes. Alors j'en ai trois pour toi. D'abord, quelle est ton IA préférée? ChatGPT, Claude, Gemini ou est-ce aucune parce que tu tiens encore à ton libre arbitre? Alors aucune pour une autre raison, actuellement j'ai fait un all-in sur, Visual Studio Code parce que je peux justement choisir tous mes modèles d'IA. Donc d'un point de vue personnel, j'utilise Gemini, parce que je suis dans un écosystème Google Android. Mais d'un point de vue professionnel, en fait, Visual Studio Code permet de choisir parfois Claude, parfois Gemini, parfois Qwen, parfois une IA locale sur ma machine. Et c'est ça l'avenir de l'IA, c'est d'avoir un orchestrateur qui va décider quelle va être l'IA la plus intéressante. Et c'est d'autant plus important qu'il y a 3 jours, le prix de l'IA a juste explosé et c'est justement le bouleversement qu'on est en train de vivre actuellement, où il va falloir bien choisir quelle IA on utilise, comment et pour quel usage. Et donc ce choix, c'est Visual Studio Code actuellement. D'autres personnes prendraient Claude, par exemple. Ok. Et le Visual Studio Club, moi je connais pas. C'est quoi? C'est un an T'as un abonnement? alors, c'est un abonnement GitHub, Copilot. Et Visual Studio Code, Ok. en fait, c'est comme Claude, c'est un environnement, c'est un IDE, donc c'est un environnement où on édite des fichiers, texte. Il a accès aux dossiers et il manipule les fichiers. Et typiquement, on peut manipuler des fichiers texte, mais on peut aussi manipuler des fichiers de code, générer de la 3D, faire, tout type de travail à travers Visual Studio Code comme le ferait Claude. Ok. Et c'est un outil Microsoft? C'est Ouais, un autre. un outil open Ah, ok. source, Microsoft, ouais. Ok. Très bien. Deuxième dilemme. Si demain l'AGI existait, c'est-à-dire l'intelligence, la vraie intelligence avec conscience de l'IA, tu lui poserais quoi comme première question? Alors déjà l'AI, on va dire que c'est l'IA générale, mais pas forcément super intelligente. Donc ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Mais en tout cas, moi, ce que je lui demanderais, c'est quel serait son plan d'action pour l'humanité? Parce qu'avant de commencer à faire, déjà, c'est quelles sont les étapes et dans quel ordre? Ça permettra un petit peu de voir sous quelle sauce on va être pris. Ok. Tu lui demanderais en gros si elle a décidé de garder ou pas, quoi. Bah, quel est le plan en fait? Est-ce qu'on va commencer par endoctriner les humains? Est-ce qu'on va essayer de les éduquer? Est-ce que derrière on va faire mettre on va faire bosser, des humains pour aider les robots? Enfin voilà. Très bien. Alors, dernière question. Est-ce que tu préfères une conférence de 2 heures avec Luc Julien, où il explique qu'il a tout inventé, mais que l'IA n'existe pas, ou 2 heures avec Elon Musk, qui explique qu'il faut ralentir l'IA, mais qui lui continue à bâtir des data centers pour Grok. Bah, alors, Luc Julien, moi je le connaissais pas alors qu'apparemment il travaillait sur Siri et moi à l'époque de Sarah, j'avais jamais entendu parler du personnage. Donc je sais pas ce qui m'intéresse, je serais plus intéressé pour discuter avec Elon Musk, mais pas forcément sur la partie IA parce que je pense qu'il est frustré d'avoir raté le coche et d'essayer de rattraper le truc, mais plutôt sur le personnage qui essaye vraiment de changer le monde
un petit peu, pour moi, c'est un peu le Tony Stark version réelle, qui essaye de changer les choses. Et je trouve ça intéressant de discuter avec ce personnage qui est à la fois hyper intelligent et complètement fou. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit côté, il a un petit côté fou quand même. Et plus il vieillit, ça s'améliore pas, je trouve. Ok, super. Alors, ton éléphant noir. euh, donc, si tu devais le décrire de façon un peu plus longue, donc, quel est selon toi, quel est l'élément que la majorité du marché refuse de voir ou en tout cas de prendre en compte, et qui pourtant, pour toi, est déjà présent ou va vraiment arriver dans les mois à venir? Bah, alors pour un petit peu expliquer, actuellement, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le Far West. Pour moi, je le vois exactement comme dans les années 2000 quand on forgeait le web. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, il y a rien de normalisé et chaque mois, il y a des nouveautés. Donc ça, c'est clairement un sujet sur l'IA en termes, général. Et donc comme rien n'est normalisé, il y a des enjeux qui sont hyper importants comme le coût de l'IA en termes de tokens et donc il y a des gens qui essayent de trouver toutes les solutions possibles pour aller plus vite, plus performant et moins cher. Et donc, on se trouve à un phénomène qui est le même qu'il y a quelques années où, pour rappeler, dans les années 70, on avait les mainframes et les cartes perforées. Puis après, on est revenu sur l'Atari, l'Amiga qui était décentralisé. Puis on est reparti sur des terminaux X où l'ordinateur était global. Puis on est revenu sur l'ordinateur personnel. Puis le web est arrivé, donc on était général. Puis le mobile est arrivé, donc on est revenu sur une machine. Et comme ça, cette succession de choses se fait en permanence. Et donc là, on a une IA qui est pareil dans le cloud qu'on va interroger, et puis elle va revenir sur les machines de point de vue très, très local. Et sauf que dans les années avant 2000, on va dire, ça mettait un certain nombre d'années, alors que là, ça va très, très vite. Donc, on voit des gens qui commencent à s'acheter des Mac mini en se disant, je vais pouvoir faire tourner OpenClaw sur Mac mini localement en payant que de l'électricité. Et c'est un peu le phénomène qu'on commence à voir où, globalement, euh, les tokens, ça coûte cher. Il en faut de plus en plus. Là, Claude a annoncé récemment qu'ils étaient capables de lancer 1000 agents en parallèle. OK, mais ça coûte super cher de lancer 1000 agents qui vont faire des choses. Et donc, la solution, c'est l'électricité qui va permettre de faire tourner localement sur sa machine de l'IA. Et potentiellement avoir, si on prend un pas de recul, carrément un orchestrateur qui va décider si jamais on va travailler au niveau du device, au niveau du PC ou au niveau du cloud. Et c'est l'output, en fait, ce que j'ai compris de la conférence au CES 2026, où sur scène, dans la sphère, il y avait tous les acteurs de l'IA, majoritairement des Chinois ou des boîtes américaines pilotées par des Chinois, qui nous disaient, vous inquiétez pas, ça va très très bien se passer. On va maîtriser tout de bout en bout, du hardware au software, et on va pouvoir pensez à votre place, Madame Michu, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, on va vous donner un petit capteur autour du cou avec une caméra qui va voir à votre place, qui va écouter ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ce genre de choses qu'on est en train de voir avec des devices comme Claude, qui enregistre les conversations et les résume, ou tout ce type de choses. Pourquoi ça arrive, c'est que le coût de l'électronique ne coûte pas très cher, que les modèles sont de plus en plus performants et réduits. Et donc, ça va vite et les gens sont encore à se dire: «Ah bah, comment j'utilise l'IA?» Même Laurent Alexandre disait il y a quelques jours: «Je suis dépassé». Il comprenait, l'IA générative classique, où on chatte avec l'IA. Il ne comprenait pas le concept d'agent. Ça commençait à le dépasser. Donc les gens sont dépassés et en même temps, le hardware arrive, les coûts baissent et les boîtes qui faisaient de l'argent avant, en vendant du token, bah, là, montent les prix et c'est les gens qui font du hardware qui vont commencer à gagner de l'argent. Je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Ouais, si tu devais, toi, parce qu'effectivement, là, on est sur des concepts, je pense, qui sont pas clairs. Et surtout, je pense que tout le monde emploie des mots et pas forcément avec la même chose derrière. Si tu devais, toi, définir simplement ce qu'est un agent, comment est-ce que tu le définirais? Bah, en fait, l'IA générative, c'est une boîte noire. On met de la data en entrée, on a de la data en sortie statistique. Et c'est juste ça, l'IA, c'est rien de compliqué. Un agent, c'est un terme un peu pompeux pour avoir une espèce d'IA où on va automatiser, euh, je dirais, ce principe d'envoyer de la data et faire des choses. Et comme, alors après on rentre un peu dans la technique et j'ai pas envie de trop de rentrer dans la technique, mais grosso modo,
Souvent, l'IA a une fenêtre de contexte de discussion et cette fenêtre, elle est limitée. Quand vous discutez avec ChatGPT, au bout d'un certain temps, il a oublié la conversation parce que la conversation est limitée. Donc tout le principe, c'est de faire plein de conversations en parallèle et de faire discuter entre elles les conversations. C'est ce qu'on appelle des agents. Mais au final, ça reste, la même chose. Mais au-delà, en fait, des agents IA, si je peux te donner, par exemple, des preuves concrètes, c'est par exemple Anker, qui est un acteur chinois qui fait des batteries et des casques, audio et cetera. Bah, ils ont annoncé là récemment qu'ils allaient faire une puce, qu'ils allaient mettre dans tous leurs dispositifs. Donc dans tes oreillettes ou, dans ta batterie ou autre chose, tu auras la capacité de faire tourner un modèle d'IA localement. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Bah, en fait, c'est ils essaient de se positionner. NVIDIA, il y a 2 jours, a annoncé Spark, qui est une puce qui va être présente dans tous les PC et qui va être capable de faire tourner une IA locale. Et déjà, dès maintenant, sur votre ordinateur, vous pouvez installer Ollama en 3 clics et faire tourner, des modèles, en local. Ils sont pas aussi performants que ce que vous avez dans le cloud, mais ça arrive et ça permet de faire tout un ensemble de tâches très rapidement. Donc c'est déjà présent, en fait et ça permet déjà de faire tout un ensemble de choses avec une proportion d'hallucination, dépendant de la puissance de votre machine. Moi, j'ai un sentiment par rapport à ce que tu dis, c'est que d'abord sur l'IA, on va parler d'IA Gen, hein, et les tokens, il y a quand même 2 marchés aujourd'hui. Il y a le marché B2B et B2C. Globalement, moi, je trouve que le marché B2C, c'est pas cher, en fait. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, heu, moi, je suis toujours très étonné de l'incroyable nombre de vidéos où on explique, comment optimiser mes tokens. «Ah là là, j'ai grillé tous mes tokens. Ah là». Enfin, je veux dire, faut quand même être, moi, j'ai des abonnements, pas classiques, mais enfin, qui sont pas les abonnements à 200 € par mois, c'est des abonnements à 20 € par mois. J'ai jamais, enfin, j'ai, à part, quelquefois les générations dans Notebook LM, parce que, c'est assez limité le nombre de, et sinon je les grille jamais mes tokens et Moi, tout le pourtant temps. je les utilise, toi tu les grilles? Ah ouais. Alors, plusieurs cas d'usage. Dans Gemini, alors déjà 2 choses. Là, les choses sont en train de complètement changer. Donc dans Gemini, si on parle sur ce sujet-là, j'ai déjà cramé, tous mes tokens parce que je lui ai envoyé des captures d'écran, pour qu'il m'explique, bah, sur ses sites web comment je dois faire, comment je dois modifier tel truc et cetera et très rapidement ça consomme. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas cher pour une petite quantité. Par contre, dès qu'on commence Et à et attends, juste Gemini, comment il te dit que tu as tous tes tokens? Il te bah, dit, «J'ai plus de tokens»? au bout d'un certain temps, il te dit, «Non mais là je dégrade et puis on va passer en mode rapide et pas en mode pro parce que en mode pro, tu as déjà tout cramé» et Les to c'est journalier? Je crois, ouais et dans Visual Studio Code, donc dans GitHub Copilot, avant le 1er juin, le principe était que tu avais un abonnement vraiment pas cher et tu pouvais utiliser, n'importe quel modèle et tu payais en fonction de la nature du modèle. Donc par exemple, tu utilises, GPT, c'est, fois 1 le coût. Par contre, tu utilises Claude, Opus 4.7, c'est fois 12 le coût. Donc c'est 12 fois plus cher de faire des requêtes et d'utiliser des tokens et cetera. Et donc se poser la question de, bah, comment je vais faire? Est-ce que je veux vraiment un résultat ultra pertinent ou, j'accepte que ce soit un peu moins pertinent, mais, du coup, ça me coûtera moins cher? Et c'est là, il y a l'humain qui se dit: «Bah, moi, je veux un truc vachement bon, mais en même temps, tu as un coût». Et depuis le 1er juin, en fait, ils font vraiment payer à la requête, ce qui fait que là, il y a pas longtemps, j'ai voulu, bah, typiquement en refaisant mon CV, j'ai juste utilisé quelques heures. J'ai cramé 10 de mon abonnement, parce que je voulais absolument, codex, dernière version et ça a tout cramé et beaucoup de gens râlent en ce moment parce que ça coûte hyper cher et donc arrivent déjà des orchestrateurs qui vont être capables de décider, quel modèle j'utilise en fonction de quel besoin. C'est la première étape de la fusée. OK, et par exemple, ça c'est quoi? C'est N8N par exemple? Ah non, 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 c'est beaucoup plus, bête. En gros, tu vas avoir une espèce de d'IA, tu veux faire de la logique, du raisonnement et cetera, tu as une espèce de super IA, comme, Claude, 4.8, qui vient de sortir ou des gros trucs comme ça et plutôt qu'eux bossent sur le truc et ben, ils vont déléguer à des sous-modèles qui sont un peu moins Mmh. intelligents, comme par exemple Qwen Coder, qui sait faire que du code
et qui peut même s'exécuter en local sur la machine et qui va pondre du code. Et qui va ensuite dire à son papa, donc Claude 4.8, ça y est, j'ai fait le code, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, il va y avoir des allers-retours comme ça entre les différents agents. Je parle d'agents, mais bon, ça, en gros, c'est les LLM. Et en fait, 90% du travail peut être exécuté par un LLM de plus bas niveau, du moment qu'il y a une révision du code par un superviseur. C'est comme ça que ça arrive, mais il y a, encore une fois, tous les mois, il y a des nouveaux algos de comment tu réussis à vérifier que ce qui est produit est correct et qu'il n'y a pas des hallucinations dans tous les sens. Et donc, du coup, toi, ta vision, c'est que finalement, demain, tous les objets vont avoir euh, une IA. euh, Enfin, bon, alors, il va y avoir de l'IA embarquée, donc c'est le fameux physical. Euh, alors, moi, pour le coup, sur le physical, je trouve qu'il y a deux termes qui sont extrêmement intéressants. Il y a le phygital, qui est je mets de l'IA partout. Et dans mon esprit, c'est pas forcément toujours de l'IA très intéressante. C'est Mmh. parfois de mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Et par contre, il y a la notion de IA incarnée que je trouve beaucoup plus intéressante et qui moi, m'intéresse notamment au travers des humanoïdes, parce que l'incarnation, au sens je donne un corps à l'IA, avec tout ce que ça veut dire, santé mentale, interaction, voilà, bon, bref, me semble plus intéressant. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il va y avoir dans beaucoup de matériel, on va mettre des puces Mmh. qui vont permettre d'avoir un modèle d'IA qui sera probablement un modèle d'IA, si ce n'est autonome, au moins personnalisé à la marque, Mmh. voilà, enfin, Enfin, c'est voire à des l'objet. small language models dont on parle. Pour te donner un exemple concret, Anker, donc leur premier usage, c'était les oreillettes. Donc dans l'oreillette, tu as une puce qui est capable d'exécuter un modèle. Ce modèle est capable de faire du traitement du signal, ce qui, grosso modo, lui permet d'avoir un signal, ils annoncent fois 100 en termes de qualité de l'audio par rapport au bruit ambiant, etc. Donc là, on a déjà un premier travail d'IA. Ensuite, le son, bah, il remonte à ton téléphone. Là, le téléphone, potentiellement, il a de l'IA, il va être capable de faire des choses supplémentaires, peut-être du transcript, du text-to-speech ou ce genre de choses. Euh, et ensuite, bah, cet audio, il va peut-être remonter encore dans le cloud, où là, tu vas tomber sur une IA comme fait Claude, avec un résumé de toute ta conversation ou de toute ta journée ou autre chose. Donc, tu vas avoir à différents niveaux, suivant le contexte, différentes IA qui vont interagir et qui vont faire un traitement. Et le x100 qu'expliquait Anker, c'était le fait que comme on est directement sur le hardware, en fait, il y a beaucoup moins de choses intermédiaires. Donc, c'est super performant. Ok. Et du coup, dans ta vision, c'est quoi les secteurs, les usages, les réflexes qui vont être changés? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, des processus de décision seront au plus près des objets, voire seront confiés aux objets? Oui, tout à fait. En fait, alors, on peut répondre de deux manières différentes. Au niveau des objets, typiquement, tu peux mettre de l'intelligence au niveau de l'objet qui va pouvoir prendre des décisions et de manière super efficace. Alors, je prends un océan rouge, typiquement dans le monde du smart home. Il y a l'approche de dire, bah, ma maison va réagir avec un gros serveur dans le cloud qui va faire des interactions. Et ça, c'est bien pour avoir une intelligence globale de la maison, par exemple pour faire de la gestion d'énergie ou pour vérifier la présence d'un senior dans la maison. Et puis, tu as du local. Il y a une coupure d'électricité, il faut que ça marche. Et depuis 10-15 ans, les objets communiquent entre eux et les objets sont capables de réagir, allumer la lumière, et c'est pas grave s'il n'y a pas de réseau, tant qu'il y a de l'électricité, ça marche. Et c'est pour ça qu'il y a des tonnes de protocoles qui sont apparus. Enfin, c'est la même chose avec l'IA, où on va avoir encore plus d'intelligence au niveau de l'objet, qui va avoir la capacité de dérouler un scénario avec pas mal d'assets. Pour te donner un exemple, en termes de métriques, sur Tiny Expedition, sur la carte électronique, elle coûte 30 dollars à fabriquer, et encore, j'ai sans optimisation. Et dessus, j'ai de l'audio, j'ai énormément de scripts, enfin, j'ai beaucoup de mégaoctets de code qui peuvent s'exécuter, qui peuvent prendre des décisions, au point que, en fait, la tuile peut avoir sa propre intelligence, sa propre personnalité, et va pouvoir réagir.
Et en fait, on n'est qu'au début sur ce truc-là. On a énormément de jouets, de compagnons qui commencent à exister. Et en fait, ces compagnons, ils sont dépendants, enfin, ils sont autonomes. Ils sont capables de répondre, etc. Donc demain, ce sera des robots qui coûteront plus cher, plus puissants, etc. Mais déjà aujourd'hui, tu peux avoir une peluche qui va avoir sa personnalité. Comme on avait un Tamagotchi à l'époque, bah maintenant, en fait, on a des super Tamagotchi capables de répondre. La limite de l'exercice, encore, c'est le média. C'est-à-dire générer de l'audio de manière de qualité, il faut encore aller dans le cloud. Générer de la vidéo, générer des images ou générer de la musique, c'est pas encore possible localement. Donc c'est pour ça qu'on a cette orchestration. Mais on a déjà de l'intelligence locale qui peut se faire. Alors du coup, ça veut dire que, alors attends, moi j'ai 2 questions. La première, c'est l'exemple de la maison, je trouve est hyper pertinent. Est-ce que ça veut dire que demain, donc enfin demain, il y aura une IA par maison, enfin quand on dit maison, voire appartement, qui coordonnera, l'ensemble des objets connectés? Oui. Est-ce qu'il y a des sujets entre ces différentes IA, est-ce qu'il y a des sujets de normes ou pas plus que ça? Bah, en fait, tu as des normes en termes de protocole. Après, tout l'enjeu de l'IA, et c'est la raison pour laquelle les boîtes n'y vont pas, c'est qu'elles n'ont pas les datas. Et typiquement, ça pourrait être intéressant que tu interviewes une personne que je connais qui s'appelle Frédéric Charon, qui a une maison connectée avec 10 ans d'historique au moins, 5000 actionnaires. Et il est capable de te dire: «Oh là là, cette nuit, j'ai mal dormi, il y a eu un bruit qui m'a réveillé à 4 heures du matin, pourquoi?» Et là, l'IA, elle va chercher, elle va regarder tous les capteurs, elle va regarder l'historique et cetera. Elle dit: «Ah oui, mais c'est la pompe de chauffage, en fait, qui s'est enclenchée, qui fait un schlock, schlock, schlock à telle heure précisément et c'est pour ça que tu étais gêné». Et mais cette même IA, en fait, elle va être capable de en regardant les datas, de dire: «Ah bah, il y a eu du vent, ce qui fait que ça a poussé tes poubelles, donc à tel moment, la poubelle, elle est tombée et du coup, il s'est passé ça, ça, ça comme action derrière». Et pareil en termes d'énergie, il est capable de te dire, les panneaux solaires en fonction de la météo et cetera consomment plus ou moins, avec énormément d'impact derrière et 10 ans d'historique, donc du prédictif. Donc de dire: «Tiens, il faudrait peut-être que je ferme les volets à l'avance parce que la météo dit ça, que, l'humain se comporte comme ça et que les capteurs remontent telle information». OK. Et du coup, on va avoir des maisons avec des personnalités, avec lesquelles on va interagir, mais il y a pas un problème, et alors du coup, on va prendre le cas de de la carte que tu développes. Moi, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, ton projet, il permet de créer une brique qui offre énormément de possibilités de création, et de jeu, et finalement je peux développer mon jeu avec, tout ce que ça veut dire, le storytelling, voilà. Alors OK, il y a des trucs qui aujourd'hui sont dans le cloud, l'audio et autres, mais on peut imaginer que dans 3 ans, c'est réglé, enfin c'est réglé, c'est la capacité de calcul, hein, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, est-ce que dans 5 ans suivant de ton point de vue, imaginons tu vends et on te souhaite 10 millions de cartes, est-ce qu'il y aura encore une forme d'unité dans ce qui sera proposé? Je parle du software plutôt, où en fait, tu auras 10 millions finalement de jeux, ce sera une brique sur laquelle chacun aura construit un écosystème qui finalement, aura il y aura de moins en moins de similarités. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, pour une boîte, qui déploierait des outils, dans des objets outils, elle a besoin de maintenir un minimum comment dire? Je comprends ce que tu veux dire. En fait, D'uniformité. Je moi suis pas très clair dans ma question, mais je non, pense mais que tu as je compris à peu comprends. près, vas-y. En fait, dans la conception, moi, j'ai fait une conception en sandwich. Donc, en fait, tu as le hardware qui expose des capacités. Aujourd'hui, tu as énormément de capteurs que tu peux mettre, que ce soit des capteurs de son. J'ai un micro, par exemple, sur la carte, j'ai un speaker, j'ai des LED, mais tu peux avoir un thermomètre, tu peux avoir énormément de choses à mettre comme composants. Ça coûte à chaque fois quelques centimes. Et derrière, tu peux orchestrer tout ça. Donc, ça, c'est la couche hardware. Ensuite, tu as la couche intelligence. Donc là, c'est du code qui va se dire, bah tiens, j'ai des briques de Lego en gros sur ma carte électronique. Qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais faire ça? Ça, tu vas pouvoir le hardware, c'est enfin, ce que je décrivais avant, le firmware, tu mets à jour les cartes comme ça se passe actuellement.
La couche un peu plus intelligente, elle va être plus facilement mise à jour parce qu'elle va pouvoir télécharger des updates beaucoup plus dynamiquement. Et puis ensuite, tu as la couche où tu vas avoir besoin d'interroger le cloud si besoin. Et à ce moment-là, tu vas avoir encore un niveau d'évolution. Donc, une fois que tu fonctionnes en sandwich, tu peux faire évoluer tes composants. Maintenant, la limite, c'est que le hardware, il bouge pas, hein, donc il faut bien pas se rater sur le hardware que tu fournis et bien, comme pour un logiciel, décorréler, les fonctionnalités. Donc ça veut dire que, on voit ça sur les montres ou sur les lunettes. Tu vas avoir la montre version 1, version 2, version 3. Au final, le fonctionnel reste le même parce qu'on a décorrélé les choses. Donc une entreprise qui veut se lancer sur la fabrication d'un objet, doit penser l'objet en termes de fonctionnalité et exposer aux développeurs ces fonctionnalités. Typiquement, dans le cas de Tiny Expedition, les auteurs qui veulent faire un scénario, c'est du markdown, c'est du texte. On décrit une histoire comme un livre dont vous êtes le héros. Et puis derrière, c'est le rôle du logiciel d'aller faire de la voix comme tu décrivais avec du cloud ou en local, suivant les stratégies. Mais il faut rendre les choses simples en fait, aux gens qui vont utiliser le produit. Et effectivement, si tu vends en marque blanche ton produit, de montre ou comme ça se fait sur les lunettes, ça va diverger sur, les usages, mais c'est volontaire. Par contre, une marque qui va avoir une certaine cohérence, elle peut garder cette cohérence, heu, avec ses différentes versions d'objets, comme le fait WeThings, par exemple. Ok. Est-ce que toi, tu penses que demain, toutes les entreprises, on va dire d'une certaine taille, elles devront avoir des objets? Et est-ce que, enfin, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, par exemple, des entreprises plutôt de services, par- l'assurance, la banque, des gens comme ça qui aujourd'hui n'ont pas un objet, enfin, n'ont pas particulièrement d'objet en interaction avec leurs clients, est-ce que tu penses que la tendance, c'est que des acteurs comme ça, demain, ça va être tellement important d'être présent en tant qu'IA pour récupérer de la data euh, auprès des gens qu'elles vont devoir investir dans de l'objet, dans du physical. Alors oui, mais si ça justifie. Très souvent, la réponse ça c'est le cas dans le retail, très souvent et c'est pour ça que le retail est en train de se casser la gueule. C'est, le mobile ou la tablette répond aux besoins. Parce que le mobile, c'est une super intelligence qui est capable de faire plein de choses. Ça a un coût et encore le coût baisse. Par contre, parfois, tu as des devices qui coûtent vraiment pas cher et qui là, pour le coup, se justifient et qui ont du sens à d'investir. Et c'est déjà le cas, en fait, dans la logistique, tu as les gars qui ont des caméras ou des capteurs, infrarouges et qui scannent tous les produits et du coup, ils sont super augmentés. Tu as ça maintenant dans le monde du service, tu as des outils comme, Claude qui permettent d'écouter, des conversations et de faire du résumé automatique avec de l'IA et en fait, c'est beaucoup mieux que le mobile. Enfin, ça se discute, mais en fait, c'est pas cher, ça a toujours une batterie, ça tient des semaines et derrière, tu as ton résumé, qui suit derrière. Les lunettes qui t'affichent de l'information, qui écoutent, le fameux See What You Hear, qui permet de faire de transcript pour les personnes âgées. Typiquement, ça devient dans le quotidien. Maintenant, est-ce qu'une marque doit fabriquer son objet ou pas? Il faut que ça justifie. J'avais vu au CES dans l'assurance, une marque qui mettait un espèce de capteur dans les fissures comment dire? Des habitations et qui mesurait la distance de l'ouverture de la fissure et qui remontait la data. Ce qui fait que en fait, il y a un sinistre, ils arrivent, ils posent le machin et ils mesurent la distance de la fissure et puis, 6 mois plus tard, ils ont en temps réel, en fait, l'information de comment ça a bougé par rapport à plein d'éléments et là, pour le coup, ça se justifie de fabriquer un objet, qu'ils vont, mettre chez les gens. Mais voilà, ça s'arbitre. Il y a toujours le scénario, dont tu avais dû entendre parler, des assureurs qui mettent un mouchard dans les voitures pour, regarder comment la personne conduit. Typiquement, il y a plein d'assureurs qui se sont plantés là-dessus et qui sont repartis en arrière pour différentes raisons. Donc, il faut bien penser quel va être l'usage. Est-ce que tu fais du B2B, du B2C, le coût, la maintenance, et tout ce qui suit derrière. Ok, très clair. Alors maintenant, donc, tu nous as convaincus. Il y a des dirigeants qui nous écoutent et qui commencent à se dire, OK, concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la question qu'il faut que je mette à l'ordre du jour des prochains COMEX pour traiter finalement ce déferlement d'outils et surtout d'objets avec de l'IA?
Bah, déjà, en fait, bon, c'est souvent ce que j'ai déjà fait sur d'autres projets et qui est assez pragmatique. C'est qu'en gros, faut déjà comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a un peu acculturer les gens en disant, voilà, comment fonctionne l'IA, quelles sont les limites et les opportunités. Une fois qu'on a fait ça, il faut discuter avec le métier, qui sait vraiment ce qui se passe et identifier les projets où il y a vraiment du retour sur investissement parce que c'est pas anodin. On avait fait, à une époque une session avec 50, dirigeants, enfin 50, leads de business unit qui chacun expliquait leurs problématiques et on avait réussi à réduire à 5 projets clés et à travailler sur un projet spécifique et ça permet de dire: «OK, ce projet, il a du sens, on peut, itérer dessus» et avoir une espèce de matrice qui va dire pourquoi il va avoir du sens d'un point de vue hardware, software, logiciel et quel retour sur investissement on attend. Donc moi, je ferais cette approche-là et croiser aussi avec, un regard du marché. Typiquement, ce qui est dans un métier peut exister dans un autre monde. Par exemple, je sais pas moi, je suis, dans la santé, mais si ça se trouve dans le luxe, il y a déjà la solution qui existe, le capteur qui va bien et cetera. Je prends l'exemple, tout bête, en Inde, ils ont fait un capteur pour, justement, appeler, quand les femmes se font agresser, de détresse et ça utilise un protocole qu'on retrouve, en France, dans le monde de la santé, quand une personne âgée tombe, et qu'on détecte qu'il y a ça, ça envoie aussi le signal de détresse. C'est la même techno, c'est le même hardware, mais c'est pas le même usage. Donc, à la fois regarder ce qui se fait et ce qui marche, ça permet de lever du risque et en même temps, se poser les vraies questions de: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si oui, qu'est-ce que j'en attends?» Voilà. C'est ça que je ferais au niveau COMEX, de dire: «OK, est-ce qu'on cadre les choses pour voir si on y va et est-ce que c'est le moment aussi?» parce que comme je le rappelle, bah, on est dans le Far West de l'IA, donc faut pas surinvestir non plus avec des énormes usines à gaz pour que derrière tout change. Ouais, OK. Très clair. Très bien. Et bien, écoute, on arrive à la fin de cet échange, mais on a une dernière rubrique qui est la rubrique d'un vieux podcasteur que je suis qui tente de remettre au goût du jour la vieille pratique de la recommandation. Et donc, si tu devais, parce qu'on faisait ça il y a longtemps, quand on écoutait des podcasts quand on était jeune, si tu devais recommander un livre ou un contenu, une newsletter, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Alors, Pas livre, forcément je sur lis le sujet, hein, mais oui. sur, Moi, en fait, je lis très peu, mais il y a un livre qui m'avait marqué, c'était, le livre de Louis Borges, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait La bibliothèque de Babel. Et en gros, c'était une histoire dans laquelle, c'était une bibliothèque où il se passait plein d'aventures à l'intérieur et en fait, tous les livres de la bibliothèque avaient le même nombre de pages, le même nombre de mots, mais mis de manière aléatoire. Donc on ouvre un livre, dedans, il se passe rien, c'est complètement aléatoire ou ça raconte des histoires, ça raconte le futur, le passé et je trouvais que cette analogie était assez intéressante par rapport au fonctionnement des LLM. Parce que justement, ça permet de se projeter et c'était un livre qui date des je sais pas, des années 50, si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça, donc c'était super précurseur. 1941. 1941. Voilà, tu vois? OK, Et très bien. ça va Ouais. Je connaissais pas du tout celui-là. OK, très bien, bah, super. Est-ce après c que tu peux nous pardon? vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, donc là, une personne, une newsletter ou une organisation à suivre qui Alors, est je particulièrement vais intéressante? trahir un secret, mais dans ma newsletter que j'ai mis en pause parce que justement j'en avais assez que l'IA pompe toute ma connaissance, mais c'est un autre sujet. Il y a une personne que je suivais et que je suis toujours et qui est extraordinaire, c'est Estelle Métayer, qui est une, stratège canadienne, qui publie des signaux faibles sur une newsletter totalement inconnue, avec énormément de pointeurs hyper intéressants. Donc c'est pas forcément d'actualité, mais c'est toujours hyper inspirant sur plein de sujets, à la fois un mélange de business et de technique, enfin vraiment bien. OK, alors je vois qu'elle est quand même chez alors je ne connaissais pas, hein. Heu, OK, très bien, très bien. C'est elle que Hem, j'utilise à chaque fois dans mes newsletters, pour mettre des choses inspirantes parce qu'à chaque fois c'est hyper intéressant. il y avait aussi, parce que c'est toi qui me l'avais fait découvrir, il y avait un podcast avec, 4 types de Microsoft, la confrérie, c'est pas ça? Comment s'appelait ce Ouais, truc-là? ils ont arrêté malheureusement, mais ouais, la confrérie, c'était, 4 anciens, enfin 4 personnes de chez Microsoft qui, parlaient sans filtre sur énormément de sujets d'actualité et c'était assez amusant, d'avoir leur feedback. Je me Ouais. ouais, je me rappelle qu'il y a
au moins 4 ou 5 ans, parce que ça faisait vraiment. J'étais tombé sur un épisode où il débattait de la théorie tu sais, où on vit dans une simulation. Mmh. Tu connais cette théorie? Et je dis 5 ans, mais c'est peut-être bien 10, hein. Et je me rappelle très bien quand j'étais tombé et j'avais écouté ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Enfin, franchement, ça m'avait fait eux-mêmes débattaient, mais en souriant et bon, bref. Et 10 ans plus tard, tu le vois partout. Enfin, partout. Pas encore chez France Télévisions, mais ça viendra dans 5 ans. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui traitent du sujet. Voilà. Bon, ouais, ça viendra. Ok, Et bah, mais ils ont arrêté. Donc, ok. Et alors, ouais, si tu alors, devais. vous pouvez suivre David Catu, qui est justement un des gars de chez Microsoft, qui est quelqu'un de brillantissime, qui entre autres est super lead dev, je sais pas quoi, chez Microsoft, mais en plus, il s'est mis un jour à se dire, bah tiens, je vais apprendre à dessiner. Et il a sorti tout le matos. Et il dessine tellement bien qu'en fait, il y a Wizard of the Coast qui a voulu le débaucher en tant qu'artiste. Il a créé une BD. On en est au 5e tome et il expliquait dans le podcast toutes les étapes pour réussir à vendre sur Amazon, sachant que lui, il vit aux États-Unis, qu'il doit envoyer en France, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est brillant sur énormément de sujets. Ok. Euh, ok. David Catu, très bien. Et alors, enfin, deux personnes qui feraient d'excellents invités pour le podcast. Deux relais, deux personnes qui feraient d'excellents invités pour le podcast. Ouais, il y en aurait plein. Je vais même t'en citer 3 parce qu'on en a parlé. Le premier, ce serait Étienne Mineur, qui est un artiste qui s'est mis à l'IA actuellement, qui faisait du jeu de plateau, qui est super brillant et qui a surtout une vision où il fait du physique papier augmenté. Et en fait, le côté artistique papier, c'est 90% et le côté technologique, c'est 10%. C'est intéressant parce que souvent, les gens font l'erreur de mettre énormément d'électronique et oublient le côté physique. Et lui, il faisait l'inverse. Et il a fait énormément de projets hyper intéressants, notamment la détection de pions sur des écrans qu'il a breveté juste avant Disney. Voilà, donc, il a Mm. plein d'histoires à raconter comme ça. Fred Charon, s'il veut parler, il pourrait expliquer tout ce qu'il a fait dans sa maison. C'est passionnant et c'est une dinguerie parce qu'en fait, l'arrivée de l'IA lui a permis de coder, parce que c'est pas un développeur à la base, tout son système autour de sa maison. Et donc, à partir du moment où l'IA lui a permis, avec le vibe coding, d'avoir accès à toute sa data sur 10 ans, 15 ans, et tous ses capteurs, bah, du coup, ça lui a donné des super pouvoirs pour faire des trucs de fou dont il avait rêvé depuis très longtemps. Et il explique très très bien. Et sinon, une autre personne, c'est Nabila Moumen, qui qui travaille chez HubSpot et qui a un podcast sur Exec on AI, où elle essaye de faire parler les dirigeants sur leur positionnement par rapport à l'IA. Et c'est assez intéressant parce qu'elle donne des conférences un peu partout sur justement un positionnement bien spécifique. Et voilà, ça peut être intéressant d'avoir son regard dans ton podcast. Et Ok, inversement d'ailleurs. super. Ok, très bien. Parfait. Eh bien, écoute, je le note dans ma liste des gens à convier. Merci beaucoup, JP. C'était, comme toujours, hyper intéressant. Un peu de texte. Je pense qu'on a perdu deux, trois personnes, mais c'est pas grave. On les rattrapera. Pour te suivre, c'est sur LinkedIn. Tout Je à fait. mettrai ton LinkedIn. Voilà. Et puis, vous pouvez contacter JP qui fait des conférences, qui fait des formations, qui a une newsletter en pause, mais un jour, il la remettra peut-être un jour. C'est une très bonne newsletter. Et qui donc se lance dans ce jeu. Alors, si jamais vous êtes fan de jeux de rôle et de jeux de plateau, je ne saurais trop vous conseiller de regarder le projet de JP, voilà, qui est assez incroyable. Et puis, voilà, merci à tous, merci d'avoir écouté. Si vous êtes restés jusque-là, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à activer la cloche, à vous abonner, à faire tous les trucs qu'on vous dit dans tous les podcasts. C'est bon pour l'algo, c'est bon pour l'ego. Et je reviens très vite avec un autre invité ou une autre invitée. Voilà. Salut Merci JP, Fred. merci beaucoup. Salut à tous.